On vous a mentionné il y a 2 semaines environ que Commodore avait annoncé officiellement que le développement de ces nouvelles machines allait se faire sur les machines de type PowerPC. En fait, ça va s'appeler les Power Amiga. J'aimerais juste vous rappeler certains points face à ça. Ne vous attendez pas à ce que ces machines-là soient disponibles dans les semaines qui s'en viennent. C'est vraiment un développement qu'ils ont annoncé officiellement et ces machines ne seront disponibles qu'en début 1997. Commodore, cependant, qui a été finalement racheté par la compagnie Escom, va développer de nouvelles machines Commodore sous les processeurs 68040 et 68060 d'ici la sortie des nouveaux modèles qui aura lieu dans quelques mois. Alors, je voulais juste faire une petite clarification face à ça. Justement, en parlant de nouveaux processeurs, il y a eu le 1er novembre la compagnie Intel qui a fait l'annonce officielle de ces nouveaux Pentium, qu'on appelle maintenant les Pentium Pro, qui remplacent, en fait, qu'on avait entendu parler dans le passé, qu'on appelait les P6. Ces nouveaux Pentium-là sont en fait, grosso modo, d'environ 2 fois la rapidité d'un Pentium actuel. Ils sont disponibles dans les vitesses de 150 à 200 MHz de rapidité. Et faire attention cependant, parce que ces processeurs-là sont surtout orientés vers les machines qui roulent le système d'exploitation Windows NT. Si on utilise ces types de processeurs-là avec l'environnement Windows 95, il y a beaucoup de gens dans l'industrie qui disent présentement que les puissances ne sont pas nécessairement supérieures aux puissances qu'on obtient déjà présentement avec les processeurs Pentium. Ces processeurs-là, Pentium Pro, sont maintenant disponibles. Il y a plusieurs compagnies qui ont annoncé la sortie prochaine des machines utilisant ce processeur-là. D'ailleurs, une petite anecdote, il y a le gouvernement des États-Unis qui a annoncé l'utilisation de 9000 de ces processeurs-là en parallèle dans un ordinateur pour donner des puissances qui seraient 10 fois supérieures à la puissance des meilleurs ordinateurs qui existent présentement sur le marché. Ça reste à voir. Vous pouvez d'ailleurs aller voir quelques informations sur le site World Wide Web de la compagnie Intel. Vous aurez les informations de presse suite à ça. Il y a d'ailleurs une autre compagnie aussi qui a annoncé récemment, le 7 novembre, qui a fait la présentation de ses nouveaux modèles d'ordinateurs. C'est la compagnie Sun avec ses ordinateurs UltraSpark 2. Je vous invite d'ailleurs à jeter un petit coup d'œil à la présentation qui a eu lieu aux États-Unis récemment. Ces nouvelles machines de la compagnie Sun sont, selon leur dire, les plus puissantes actuellement sur le marché. En fait, elles ne sont pas nécessairement présentement disponibles, elles vont apparaître dans les semaines qui vont venir. Elles ont une caractéristique qui se rapproche de ce que Silicon Graphics a comme caractéristique, c'est qu'au niveau du traitement d'images vidéo et de l'affichage en 3 dimensions, ces nouveaux modèles-là ont des nouvelles parties de hardware, des parties matérielles qui leur permettent d'avoir des puissances jusqu'à maintenant inégalées. Encore une fois, si ça vous adonne, si vous êtes branché sur Internet, allez jeter un petit coup d'œil à leur site web. C'est sun.com, www.sun.com. C'est quelque chose qui vaut la peine d'être vu. On en entendra parler dans les semaines à venir. J'aimerais prendre les minutes qui suivent pour faire un peu le tour des nouveautés qu'il y a eu dans le domaine des jeux avec François, qui a regardé pour nous quelques-uns des attractions qui peuvent porter intérêt pour la période des fêtes qui s'en vient bientôt. Alors, bonjour François. Bonjour Patrick. On commence d'ailleurs par regarder le palmarès de cette semaine. Comme on peut voir, il y a Ascendancy qui est en première position et Stone Cape qui est en deuxième position. On va parler de ces deux jeux-là. Stone Cape est disponible depuis le 8 novembre. On avait d'ailleurs parlé à cette époque-là, on avait un démo interactif. Des petits trucs pour les gens qui ont des problèmes à faire marcher sur Windows 95 parce que j'ai reçu sur Internet des questions. Le jeu sous DOS, c'est le fichier sk.bat pour le faire partir, mais si vous avez Windows 95, c'est le fichier Stone Cape, sans E, S-T-O-N-K-E-E-P. Faire attention. Une petite démo rapidement, on avait vu le jeu, bon c'est un jeu de Donjons Dragons, on ne s'éternisera pas là-dessus, mais ce qu'on a inclus qui est très intéressant, qui permet d'avoir une très bonne interface, c'est le journal de bord qui contient toutes les caractéristiques du personnage, ainsi que, on voit les cartes. Les cartes, c'est extrêmement pratique pour savoir où on est rendu dans le labyrinthe, sinon on s'en sortirait pas. C'est des cartes qui se tracent automatiquement au fur et à mesure que ça avance? Au fur et à mesure, puis il va y avoir éventuellement dans le jeu des meilleures cartes pour avoir les passages secrets et tout ça.
Ta note, ton appréciation du jeu? Je donne 7,6 sur 10. La note la plus forte, c'est pour l'interface. J'ai donné 9 sur 10, comme je viens de dire, c'est très simple. La plus pauvre que j'ai donnée, c'est 6 sur 10 pour l'originalité. Bon, Donjons Dragons, on a vu pas mal de ces jeux-là dans les dernières années. D'accord. Concernant les autres jeux que tu veux, l'autre jeu que tu désires nous démontrer aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est le jeu Ascendancy, c'est un jeu stratégie. On va d'ailleurs le montrer à l'écran. On va commencer une nouvelle partie. Bon, on a à choisir d'abord quelle espèce on veut jouer. On a le choix de 21 espèces pour commencer le jeu. Chaque espèce a vraiment ses pouvoirs particuliers, sont tous aussi... Il n'y a pas les êtres humains, hein, on n'est même pas là. Je vais prendre, tiens, eux autres sont comiques. On choisit aussi la grosseur de l'univers, la densité. On peut avoir un univers très dense, avec plusieurs planètes à explorer, super dense, ou un petit univers simple. On choisit ensuite le nombre d'espèces avec qui on veut compétitionner, mettons 5 espèces, on va dire que c'est correct, et l'atmosphère générale du jeu. C'est-à-dire si c'est une atmosphère de guerre, neutre ou de paix. On prend l'atmosphère neutre. C'est là que commence le jeu. On a notre race avec toute son histoire. Chaque race a un pouvoir spécial, comme mettons cette race-là, il doit avoir un pouvoir de télépathie ou quelque chose comme ça, ou de clairvoyance. Quand on commence, on a notre planète de base, notre home world, comme on dit en anglais, qui est notre monde mère. Sur notre planète, c'est un peu comme SimCity. On doit développer notre base avec diverses unités. Comment mesurer l'évolution du jeu? C'est selon le rendement. On voit que sur la planète, il y a des petits carrés, des fois bleus, on en voit un ici, il y en a des rouges, parfois il y en a aussi des verts. En haut à gauche, on voit genre, des carrés, un carré bleu, rouge et un plus vert. Ça, c'est pour mesurer l'évolution de la science sur la planète, l'évolution des industries, l'évolution de la prospérité en général, et ça, c'est la population actuelle. On commence par construire diverses unités pour justement avoir, comme mettons, je vais construire un laboratoire sur ma planète. On voit que ça prend 50 jours avant que le laboratoire se fasse. Comme je dis, c'est un jeu qui se joue en temps réel, on laisse passer le temps. Puis lorsque le laboratoire va être construit après 50 jours, il va me dire que je peux passer à autre chose. Entre-temps, on peut aussi faire de la recherche. Parce que, bon, là c'est correct, on va aller à la recherche. De la façon dont on procède avec la recherche, on a d'abord un choix de différents domaines. Comme là, ici, je vais prendre les structures orbitales. Ça va pouvoir me permettre de construire ce qu'on appelle un shipyard pour construire des vaisseaux. La recherche va prendre 50 jours, etc. On va aller tout de suite à une partie qui est plus avancée pour montrer un peu là, les divers détails du jeu. Parce que là, au début, c'est très, très simple. Ça, comme on peut voir pour l'instant, l'univers, j'ai un univers un peu plus grand. Et je vais tout vous montrer que là, j'avais plusieurs planètes sous mon contrôle. Il y en a qui vont dire, oui, mais c'est quand même, c'est beaucoup de stock à gérer. Ouais, ça semble assez complexe. C'est très complexe. Il y a inclus avec le jeu un tuteur, ce qu'on appelle un tutoriel en anglais. C'est que ça me permet en 30 minutes de comprendre les principes du jeu et puis de s'y adapter. C'est vraiment très bien fait. Je conseille à tous les gens de l'essayer. Ensuite, dans le jeu, quand on arrive au système des planètes, quand on en a plusieurs, on peut faire ce qu'on appelle de l'auto-management, c'est-à-dire que la planète va elle-même se développer. On n'aura plus besoin d'aller mettre des structures. Comme là, on va prendre cette planète-là, qui est passablement évoluée maintenant. On voit que j'ai un paquet de laboratoires, j'ai toutes sortes d'unités. En haut, on voit que ma science est assez développée, les usines aussi, et la prospérité est à son maximum. J'ai juste à peser sur M, c'est un petit truc là, pour les gens qui jouent, et je vais revenir au menu, on va voir que ça va être écrit auto-management, self-manage plutôt. C'est-à-dire qu'elle va s'occuper elle-même du développement de toutes les techniques et de la science, etc. Pendant ce temps-là, moi, avec mes vaisseaux, parce que je vous avais parlé qu'on peut faire des vaisseaux, j'en ai construit plusieurs. Il y a différentes grosseurs, évidemment. On voit, j'appelle ça Bourdon. C'est les plus gros. Je vais prendre le Bourdon 2. On le voit qui est présentement dans un système solaire. Ils peuvent attaquer les vaisseaux. Ils ont différentes armes. C'est nous-mêmes qui construisons nos propres vaisseaux. Alors, c'est quand même un jeu, là, qui est assez complexe, mais qui est vraiment bien fait, le point de vue. Pour les amateurs de jeux de stratégie et surtout de jeux là, un peu plus consistants, là, qui demandent de réflexion, c'est un très bon jeu. En français ou en anglais? Il va y avoir une version, c'est en anglais, mais il va y avoir une version française bientôt disponible, qui va être importée. Alors, ça va être intéressant. Ma note, 8,2 sur 10. C'est quand même assez fort, à mon avis. C'est quand même assez fort.
J'ai donné 9,5 pour la durabilité parce que c'est justement le genre de jeu qu'on peut jouer très longtemps. On peut recommencer, comme je dis, il y a 21 espèces différentes, fait que chaque espèce a un pouvoir spécial. On a intérêt à toutes les essayer. Et des fois, on peut engager le combat. On peut être aussi en paix avec toutes les espèces puis gagner le jeu pareil. Là. Parce que le jeu peut se gagner si on détruit tout le monde ou si on atteint le rang de leader dans la galaxie. Ça peut valoir à peu près combien? C'est autour de 70 à 80 $, comme à peu près tous les jeux actuellement. Là. Je regarde aller, puis ça me rappelle un petit peu un vieux jeu de Commodore 64. Starflight. Starflight aussi, il y avait ce jeu-là. Il n'y avait pas un jeu Mules aussi qui... Mule? Mule, oh, c'est encore plus vieux, ça. C'est le même principe, mais j'avais jamais la même interface graphique que ouais, ça c'est clair. Ça, c'est en Super VGA, c'est beaucoup plus beau. Disponibilité? Disponibilité de ce jeu-là? Oui. C'est maintenant disponible depuis une semaine environ 2. Là. Excellent. Alors, je vous invite à y jeter un petit coup d'œil. Dans le prochain exemple, la prochaine capsule, on va demander à un ordinateur d'exécuter certaines commandes, mais par la voix. Alors, on pourra constater si on a vraiment la possibilité de contrôler notre ordinateur ou s'il va vraiment faire à sa tête. Claude, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement le kit que tu as installé dans l'ordinateur qu'on a présentement. J'aimerais que tu nous résumes un petit peu c'est quoi puis comment ça fonctionne. Alors, Patrick, c'est un petit logiciel qui n'est pas vraiment compliqué, qui arrive avec un microphone et une interface qui nous permet d'enregistrer des commandes à l'avance. Et chaque logiciel qu'on utilise vient avec une série de questions. Alors, il s'agit pour nous, par exemple, de rentrer la commande. Alors, par exemple, ici, si je veux que la commande Select All, choisir tout, s'enregistre vocalement au lieu de la choisir comme ça, alors, je la choisis et je lui dis « Entraîne-toi ». Alors, j'ai jusqu'à une possibilité de 9 chances de faire comprendre à l'ordinateur ce que je veux qu'il fasse au moment où je vais enregistrer ma voix. Alors là, je lui dis « Select All » en anglais. En français, ça veut dire « choisir tout » ou « tout choisir ». On va essayer « tout choisir », voir s'il va comprendre. « Tout choisir ». Il n'a pas compris. « Tout choisir ». « Tout choisir ». Voici. La troisième fois, il a compris. Alors, la prochaine fois que je vais demander à l'ordinateur « tout choisir », normalement, il devrait choisir tout le texte que j'ai à l'écran dans le logiciel. Est-ce qu'on peut l'essayer tout de suite? On peut l'essayer. Il n'y a pas de garantie parce que c'est un logiciel anglais et nous, on lui donne des commandes françaises. Déjà, là, il y a une petite différence, là, il a beaucoup de difficultés avec ça, mais ça fonctionne. « Tout choisir ». Deuxième essai. Il ne veut pas. « Tout choisir ». Il ne veut pas. OK. Est-ce que tu en aurais peut-être un autre exemple qui aurait pas... On peut essayer. Par exemple, si je veux introduire un espace, je n'ai qu'à lui dire « espace » et il devrait comprendre. « Espace ». Ah! Ah, il a créé un espace. Ton curseur est en haut à gauche de ton texte actuellement. Exact. Je peux lui dire « arrière », il devrait l'enlever. « Arrière ». Ah, très bien. L'enlever. On peut lui demander, par exemple, différentes... on peut dire « sauvegarder fichier ». Ou sauver fichier. Sauver fichier. Il n'a pas compris ce qu'on lui a demandé. Ouvrir fichier. Alors là, il veut ouvrir un fichier. Si je lui demande d'ouvrir, il va dire oui. Ouvrir. Là, il me demande quel que je veux ouvrir. Je prends test et je rouvre. Voilà. Est-ce que l'ordinateur, est-ce que le système devient qu'à apprendre au fur et à mesure que tu travailles avec pour mieux répondre à ta voix ou si ça va toujours rester, pas toujours la bonne réponse qui peut arriver? Bien, voici. Ce qui arrive, c'est que ce logiciel-là n'est pas fait pour Windows 95. Donc, lui, il arrive avec un logiciel d'avance et une série je dirais, de commandes qui s'attend à trouver dans Windows. Mais vu que Windows 95 est un petit peu différent, il ne retrouve pas toujours les bonnes. Il y a une version qui s'en vient pour Windows 95 qui devrait être plus semblable à la réalité. Mais oui, effectivement, il peut apprendre. Tu as jusqu'à 9 possibilités de lui faire là, comprendre ce que tu veux. Il va enregistrer les 9 fois, puis il va comparer à chaque fois ce que tu dis avec ce qu'il a comme 9 fichiers de base pour comprendre ce que tu viens de lui dire. Il est assez évident qu'il est nécessaire d'avoir une carte de son dans votre compatible VM pour vous servir de ça?
Oh oui, sans ça, ça ne fonctionne pas, c'est bien sûr. Est-ce qu'il y a des modèles de carte de son qui seraient peut-être mieux que d'autres ou si ça peut dépendre d'autres facteurs que ça? Au moment où on se parle, c'est sûr que les cartes de son qu'on achète sur le marché sont des cartes 16 bits. Donc, à ce moment-là, c'est des cartes courantes, puis il n'y a pas de problème. C'est fait pour marcher avec ces cartes-là. J'ai vu tout à l'heure que tu as fait des tests qui ne répondaient pas tout simplement à la question que tu lui as demandé. Mais ce qui peut arriver que tu poses une question ou tu lui demandes une action et qu'il en fasse une autre? Ça peut arriver, justement, parce que lui s'attend à ce qu'on lui enregistre des mots anglais. Alors, quand on lui enregistre du français, des fois, là, il ne comprend pas toujours. Par exemple, si je demande, j'ai essayé tout à l'heure, je voulais avoir un 1 pour qu'il écrive 1. 1. Il a remonté, il a remonté le curseur. Tant qu'il ne fait pas de delete à la place. Ouais, probablement qu'il l'a confondu avec la commande hop en anglais. Hop 1. Hein? Est-ce que, je ne sais pas si on l'a mentionné tout à l'heure, le prix que peut valoir un système comme ça pourrait être quoi environ? C'est difficile à dire. Sur le marché à l'heure actuelle, c'est environ 100-125 $, là, mais ça devrait se perfectionner un petit peu plus, avoir peut-être des microphones un petit peu plus de qualité. Est-ce qu'il vient avec le micro? Oui, il vient avec. Puis, ton appréciation globale de l'ensemble présentement, ça pourrait être quoi? Bon, à l'heure actuelle, je mettrais un 6 sur 10. Pourquoi? Bien, je pense que c'est pas encore assez perfectionné. Il manque un petit peu là, de perfectionnement. Il n'est pas encore adapté pour Windows 95. Mais on peut penser que c'est la version 1.0. Ça va certainement se perfectionner et ça deviendra plus utile à ce moment-là. Oui, mais je crois que ça peut quand même être utile pour des personnes handicapées ou d'autres personnes qui ont des problèmes. Tout à fait. Une personne handicapée qui a des difficultés de mouvement peut enregistrer ses commandes et le faire reconnaître par l'ordinateur et pouvoir s'en servir plus facilement. Une dernière question, une dernière interrogation que j'ai, est-ce qu'on est limité à utiliser le traitement de texte qui est fourni avec ou je peux utiliser ça dans l'environnement général de Windows? Non, dès que tu charges un logiciel, on dirait que ce logiciel-là va rechercher dans ce logiciel-là la série de commandes et il t'apparaît à ce moment-là. Comme tu vois ici à l'écran, on voit en haut le Notepad. Alors, j'ai utilisé le bloc-notes. Lui, il a reconnu que bloc-notes, c'est le Notepad et toutes les commandes du menu de bloc-notes m'apparaissent ici. Il ne s'agit pour moi que d'enregistrer pour chacune des commandes qu'il y a là l'équivalent vocal, puis il va les reconnaître. Je te remercie beaucoup, Claude. De notre côté, on va se diriger vers une entrevue qu'on a effectuée à la foire du micro-ordinateur avec un fournisseur de périphériques et ça va concerner les disques rigides amovibles qu'on peut rajouter sur des systèmes, que ce soit Macintosh ou PC. Dans la prochaine capsule, on va toucher tout ce qui concerne la question du sauvegarde de données par ordinateur. Je suis en compagnie de M. Jean-Louis Eck de la compagnie Storage Master, qui est ici aujourd'hui pour vous faire le tour des différentes options qui s'offrent à nous au niveau de la sauvegarde des données. Bonjour, M. Eck. Bonjour, Patrick. Je vois qu'on a ici quelques unités qui servent à garder nos données, mais c'est différent un peu de ce que j'ai eu l'habitude de voir dans le passé. J'aimerais que vous fassiez le tour avec nous et que nous disiez un petit peu quelles sont nos options en tant qu'utilisateur lorsqu'on désire faire de la sauvegarde ou augmenter la capacité de sauvegarde de notre système informatique. Oui, Patrick. Le problème aujourd'hui que se posent beaucoup de gens en informatique dans les compagnies, c'est la facilité de sauvegarder, manipuler l'information. Bon, il faut savoir que l'information augmente, le besoin d'information varie tous les jours. Donc, les questions que peuvent se poser les utilisateurs, c'est quoi le choix? Quelles sont les meilleures façons de sauvegarder l'information? Il y en a une de ces options-là qu'on connaît depuis très bien. Ce sont ce qu'on appelle les tape backup, les unités de sauvegarde. Alors, les tape backup, les bandes magnétiques, oui. En fait, elles sont d'une façon moyenne au niveau de la performance. Elles ne sont pas très chères, mais c'est assez lent. Bon, en deuxième choix, on aura le CD-ROM qui vient juste après. C'est assez populaire d'ailleurs de ce temps-ci. Très populaire. Bon, la capacité est quand même assez limitée. Oui. Et puis on n'arrive pas à écrire dessus. Bon, bien sûr, il y a des unités où on peut écrire, mais c'est assez dispendieux. Le troisième choix, le cousin du CD-ROM, c'est le disque optique, oui. Qui est encore bien dispendieux et qui est quand même assez lent aussi. Et à mon avis, l'un des meilleurs choix, c'est le disque interne, le disque dur, le disque fixe. Donc s'il y avait un moyen de le rendre amovible, ce serait génial. Donc c'est ce qu'a fait Storage Master et Dispac. Ça fait 11 ans que cette compagnie se dédie sur cette question. Donc, et s'est concentré sur le fait de transporter l'information, les données de tous les jours, du disque, donc du PC,
d'une façon très facile d'un PC à un autre. Donc avec un boîtier qui s'appelle le pack. Alors, qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce que ça consiste exactement, ce storage pack? Alors bon, en fait, c'est un disque, comme je le disais un petit peu avant, interne, que l'on a mis d'une façon externe. Pour être un peu plus précis quand même, c'est un SCSI 2 ou un Fast and Wide SCSI, donc c'est beaucoup plus rapide qu'un disque interne. Les capacités vont de 540 MB jusqu'à 9 Go, surtout pour les applications vidéo, audio. Donc c'est vraiment génial parce qu'on a un temps d'accès très très rapide. Et donc des packs d'une façon très très facile, soit on va dans une unité interne, on interne le lecteur dans un PC. Bon, aujourd'hui, il faut savoir que tous les PC ont des slots, ont des fentes d'expansion, donc de plus en plus disponibles. Donc on va mettre une unité interne. Et puis, si on a un laptop, par exemple, un portable, ou un PC qui n'a pas de fente d'extension, on va acheter une boîte externe. Qui peut contenir un ou deux baies d'expansion pour contenir les disques. Exactement. Exactement. La clé qui est sur le devant, est-ce qu'elle permet d'empêcher la sortie d'un disque si on n'est pas là ou si on est absent? Oui, c'est une excellente question. On a vendu l'unité à l'Université de Laval. Bon, au niveau des étudiants, le professeur qui l'a acheté a trouvé ça assez génial parce que quand vous fermez l'unité, bon, l'unité n'est plus amovible en fait. Ça devient fixe et on évite de se le faire voler. Exactement. Est-ce qu'il y a un problème, à prendre une unité qui est sur un système et transporter ce pack de lecture sur un autre ordinateur dans le but d'utiliser la sauvegarde pour transférer des informations d'un ordinateur à l'autre? Est-ce que c'est possible? Absolument. Le disque est reconnu comme disque D ou E ou F. Bon, ça dépend si vous avez d'autres unités SCSI dans le PC. Est très facilement reconnu comme une unité de données. Donc n'importe quel PC va pouvoir le reconnaître. Il n'y a pas de driver, il n'y a pas de logiciel donc pour reconnaître les données. Ça se fait d'une façon automatique, reconnue par DOS, Windows, Unix et Macintosh. Macintosh aussi. Qui lui a déjà de base son interface SCSI, son contrôleur SCSI. Absolument, absolument. Les mêmes unités vont fonctionner sur PC, Mac ou absolument tous les systèmes informatiques. Qu'est-ce qu'on peut dire de la vitesse de transfert des données entre l'unité de sauvegarde, qui peut être considérée comme un disque rigide, et l'ordinateur? Oui, c'est une bonne question. C'est une question que me posent souvent les utilisateurs. En fait, on arrive aujourd'hui à des vitesses de 10 mégabytes par seconde et voire 20 mégabytes par seconde avec, si on utilise le Wide Fast and Wide SCSI, donc l'interface qu'on utilise. Nos produits sont compatibles SCSI 2 et Fast and Wide SCSI. Le Fast and Wide SCSI va être utilisé surtout par les gens qui vont faire du graphique, de l'audiovisuel. On a beaucoup de clients dans le gouvernement. Ça fait à peu près 11 ans qu'on vend ce produit et on vend surtout donc dans ces marchés-là. Quel est le lien, où peut-on se procurer ce type de produit-là dans la région de Québec? Alors on a un représentant ici qui s'appelle Jean-Claude Houd, oui, et donc qui est localisé à Sainte-Foy et qui sera disponible donc pour tout appel ou pour toute information. Est-ce qu'il a en sa possession des produits? Absolument, on a des produits ici sur Québec, donc pour démonstration. Je sais que les gens veulent toujours voir le produit et il n'y a pas de problème, on est très ouvert pour les démonstrations. Je vous voyais manipuler tout à l'heure l'unité qui est finalement à l'intérieur de quelles sont les données. Est-ce qu'il y a un certain mécanisme de protection ou si vous va être vraiment très délicat avec le transfert de l'unité comme telle? Oui, mais disons, quand vous enlevez votre unité, le conseil, c'est d'utiliser l'étui qui est fourni avec, donc qui protège d'une façon exceptionnelle l'unité. En fait, on donne 60 G, pour rentrer dans le détail, au niveau de la résistance. Donc c'est très très... C'est semblable à ce qu'on peut retrouver au niveau des portatifs comme Absolument. Une dernière question pour la minute qui nous reste. Je sais que vous avez aussi d'autres produits qu'on n'a pas en démonstration actuellement, mais qui sont dans le domaine de ce qu'on appelle en anglais le RAID. Le RAID, c'est ça. Qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce que vous avez dans ce domaine-là? Mais disons, le RAID, on pourrait en parler pendant des heures, mais en quelques mots, c'est un système qui va vous permettre la facilité de reconnaître jusqu'à 5 disques comme un seul disque et avec un moyen de sauvegarde qui est le maximum. Ça a été développé en 1988 et c'est vraiment un système très flexible qui est transparent à l'utilisateur.
et qui est de plus en plus populaire, puisque aux États-Unis l'an dernier, c'était un marché de 4 milliards de dollars qui augmente absolument tous les jours. Alors, M. Eck, rapidement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces types d'unités de sauvegarde? Oui, en fait, Patrick, il y a plusieurs points importants. À mon avis, un des plus importants, c'est la sécurité. En fait, quel est le meilleur moyen de sécurité au niveau de la sauvegarde des données? Oui. Le plus important, c'est de prendre les données avec soi. Bon, si on a un problème à la maison, on a un problème avec le PC, on vous vole le PC, il y a un problème au bureau, etc. Vous avez vos données avec vous, donc vous les mettez dans cet étui et puis vous êtes sans problème. À mon avis aussi, le deuxième point important, c'est que c'est une capacité de storage illimitée. Le même lecteur va lire n'importe quelle capacité. Bon, aujourd'hui, on a de 540 MB jusqu'à 9 Go. Demain, il y aura un 18 Go, un 36 Go, on s'en fiche. Nous, on n'est pas dépendant de la technologie. Et c'est quelque chose qui est disponible aussi pour le nombre illimité de cartouches avec le même lecteur? Exactement. Un autre point important aussi, c'est de plus en plus d'utilisateurs ont multiples PC ou des PC et des Mac. Donc les mêmes unités fonctionnent sur PC ou sur Mac. Alors je vous remercie beaucoup M. Eck. J'espère que ça vous a donné quelques informations supplémentaires et intéressantes sur la sauvegarde des données avec des disques rigides amovibles. Je vous invite à être présent à une prochaine capsule. J'aimerais prendre quelques instants pour vous faire part d'une adresse Internet qui peut être d'intérêt assez général. La compagnie UPS, United Parcel Service, offre maintenant un site web sur lequel on peut retracer le cheminement d'un colis qui aurait été envoyé en utilisant cette compagnie-là. Alors, je vais rentrer dans l'adresse ici à l'écran avec Netscape. Je tape l'adresse de base qui est donc ups.com après le www. La page d'accueil de ce site web me permet différentes options, dont une qui est la possibilité de retracer un colis. Alors, je vais ici demander cette sous-partie du menu. Et lorsque la page aura affiché à l'écran, j'aurai la possibilité de taper mon numéro de colis. Alors, je l'ai avec moi. Et le système va faire une recherche dans l'ordinateur de la compagnie pour vérifier s'il a trouvé le colis. On m'indique d'ailleurs que ça a été retrouvé, que le colis a été délivré à une adresse ici à Québec. Je peux savoir l'heure, la date. Je peux même savoir par où il est passé, à quelle heure exactement ça a été changé de camion. Ce sont des renseignements qui sont disponibles, peu importe où vous êtes. Alors, si vous voulez consulter, vous n'avez qu'à téléphoner sur votre fournisseur Internet et demander l'adresse de ups.com. Alors, Claude, au niveau des conseils de lecture que tu aurais pour les gens cette semaine, qu'est-ce que tu aurais à proposer? J'en aurais deux, Patrick. La première, ce serait une revue française qui s'appelle Info PC, oui. Qui est devant toi. Et ce qui est intéressant dans celle-ci, c'est que dedans, tu as une bonne exposition de ce que c'est qu'un auto-exec et un config.6 qui est actuellement le cauchemar des utilisateurs de PC. Mais je pensais qu'avec Windows 95, on n'avait plus besoin de se casser justement la tête avec ces config.6. Effectivement, tu as bien raison, sauf que je crois qu'il y a encore beaucoup de nos téléspectateurs qui sont encore avec DOS 6.2 et Windows 3.11. L'autre suggestion de lecture, ce serait quoi? C'est une revue spécialisée, elle est anglaise, elle parle uniquement de Windows, mais à l'intérieur, ce qui est intéressant pour le mois de novembre, il y a un résultat de test qu'ils ont fait et qui vient confirmer les tests qu'on avait fait sur Windows 95, dans lesquels on disait que c'est à peu près équivalent en vitesse avec Windows 3.11. Dans cette prochaine émission, on aura avec nous le représentant de Apple qui sera sur place, auquel on pourra poser des questions et on pourra regarder un peu qu'est-ce que ressemblent les nouveaux produits Macintosh. Alors, je vous invite à y être présent à cette occasion. Magazine à ne pas manquer.